Bonjour Gérard Larcher. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président du Sénat. Beaucoup de questions à vous poser ce matin. Et tandis que l'examen du budget de l'État a démarré en commission à l'Assemblée, les raisons du déficit sont au centre de la polémique. On se dirige vers une commission d'enquête pour tenter de connaître la vérité. De votre point de vue, monsieur le président du Sénat, est-ce qu'il y a eu mensonge? Est-ce qu'il y a eu dissimulation sur nos déficits? Eh bien, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale le dira peut-être. En tous les cas, au Sénat, nous avons d'ores et déjà conduit une mission pour connaître les raisons, j'allais dire, de cette différence de 50 milliards entre les prévisions budgétaires présentées par le gouvernement à l'automne 2023 et la réalité à l'automne 2024. D'ailleurs, hier, la commission des finances a décidé de poursuivre son travail pour connaître les causes réelles et sincères. Et je dois dire qu'un certain nombre d'interrogations se posent sur la sincérité de ce qui nous a été présenté à l'automne 2023, de ce qui nous a été dit ce printemps. Et donc, nous verrons les conclusions de la Commission des finances. Je lui fais confiance. Je vois votre prudence ce matin. Pas prudence, mais... Vous attendez les résultats, mais pour vous, c'est soit, Gérard Larcher, de l'amateurisme, soit il y a suspicion d'une volonté délibérée, et quand même, on parlerait d'un scandale, d'un mensonge d'État. Je crains qu'on ne nous ait pas tout dit, pour reprendre une formule d'un humoriste. Malgré toutes les alertes, y compris un rapport sénatorial intitulé Entre Paris et déni, c'est-à-dire qui a ignoré aujourd'hui toutes ces mises en garde et ces alertes? Je pense que le ministre de l'économie et des finances, mais aussi le président de la République. Il faudrait que je rappelle, parce que je sens que les Français viennent de se rendre compte de la situation financière du pays et que cela les inquiète. Et ils ont raison. Voilà pourquoi je vais soutenir le gouvernement Barnier dans sa proposition de budget. Nous allons en parler. Oui, mais la réalité, c'est que nous avions proposé il y a plus de 2 ans une trajectoire quand on a parlé de la programmation pluriannuelle des finances publiques. Et la majorité sénatoriale, centriste, LR, avait proposé une réduction progressive de 40 milliards, 37 milliards très exactement. Elle a été refusée par le président de la République. Ah donc, les responsabilités, puisqu'on parle beaucoup du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a envoyé d'ailleurs un texto assez, édifiant. La vérité apparaîtra plus tard, mais vous dites aussi, monsieur le président... Je rappelle simplement, puisque j'ai été chargé de négocier, comme toute négociation, j'allais dire parfois on coupe la poire en deux, et que ce qui avait été transmis par le ministre de l'économie et des finances au président de la République a été refusé. Ça, je peux l'attester. Mais si vous aviez reçu ce message, la vérité apparaîtra plus tard, du ministre de l'économie de la France, vous vous dites que forcément il y a anguille sous roche? Je ne sais pas s'il y a anguille sous roche. La commission des finances du Sénat fera, me semble-t-il, la vérité. Et aujourd'hui, bien le Premier ministre Gérard Larcher et Michel Barnier fait face à une situation très sérieuse, une situation qui explique aussi le reniement de la droite et votre reniement sur l'augmentation des impôts. C'est pas un reniement aujourd'hui. L'augmentation des impôts et la droite, oui, quand même, attendez. C'est un grand écart. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que ça me réjouit, mais la situation que nous trouvons est telle qu'il faut être en capacité de présenter, j'allais dire, une trajectoire de retour à l'équilibre, et ça commence dès le budget 2025. Il faut donc qu'on ait un solde de 60 milliards. La priorité, c'est la réduction des dépenses publiques. Ce n'est pas l'augmentation de la fiscalité. Mais nous voyons bien que l'addition des deux sur l'année 2025 est nécessaire. Je ne vais pas vous dire que ça me réjouit, mais c'est une nécessité absolue. Mais priorité, la diminution des dépenses publiques. Et donc, vous avez des exemples, des pistes je vais vous donner des exemples. Des augmentations d'impôts. Je vais vous donner des exemples. D'ailleurs, l'OCDE nous alertait depuis longtemps. Effectivement. Sur les normes. Surcoût pour la France annuel, 60 milliards d'euros. On parlera peut-être des collectivités locales. Et en 2022, plus 2 milliards 400 millions liés aux nouvelles normes qui sont imposées aux collectivités locales. Il y a aussi cette extraordinaire prolifération qui n'a pas commencé il y a 7 ans, mais depuis plus longtemps, des agences, vous savez, d'opérateurs de l'État. On en a 438. Leur budget, 91 milliards d'euros qui échappent d'ailleurs au contrôle du Parlement directement, qui ne peut être contrôlé qu'indirectement. 400 000 salariés. Est-ce qu'il faut pour l'alimentation, par exemple, et la consommation, qu'il y ait 4 agences
pour l'agriculture? Est-ce qu'il faut qu'il y ait 6 ou 7 agences sur les questions environnementales? Cette politique de réduction des agences, souvenez-vous, leur budget, 91 milliards d'euros. Certaines sont nécessaires. Je pense moi, je au m'en CNES. souviens, mais la question, c'est pourquoi ce gouvernement ne s'en souvient pas, monsieur Mais Larcher? si, ce gouvernement est en train de proposer la réduction des... Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Et je vous rappelle qu'il a eu 15 jours pour faire un budget, alors qu'on a attendu 3 mois pour avoir un gouvernement. J'entends que vous tenez justement à ce que ce budget passe. S'il ne passe pas, on va en parler, on va voir qu'il n'y a pas d'autre issue que le 49.3, mais s'il ne passe pas, s'il y a une motion de censure, qu'est-ce qui risque d'arriver? Si la motion de censure était votée, eh bien la Constitution fait que le gouvernement tombe. Je pense que dans l'intérêt du pays, chacun doit mesurer sa responsabilité. Nous devons doter notre pays d'un budget pour l'année 2025 qui nous conduise à une trajectoire de retour à l'équilibre. C'est la souveraineté de la France qui est en cause. Qui est en jeu. Chacun doit mesurer sa responsabilité. Oui, chacun doit mesurer. Et je le dis à mes collègues, chacun aura de bonnes raisons de vouloir que le budget de tel ou tel secteur soit abondé. Nous allons travailler au Sénat. Nous allons travailler dans le cadre de l'enveloppe qui nous est donnée pour enrichir les propositions, pour en modifier certaines, pour répondre à un certain nombre de priorités. Je dois le dire. Et pour faire passer la pilule d'un budget d'augmentation d'impôts aussi. Mais il faudra aussi que, sur la question des normes, il y a des décisions extrêmement rapides. Elles sont la plupart réglementaires et non pas législatives. Mais chacun doit regarder en responsabilité l'intérêt du pays, même si ça nous conduit... Au RN, qui est l'aiguillon je ne dis pas au RN, je le dis à tous mes collègues parlementaires. Est-ce que vous le dites également à vous-même? Parce qu'en pleine restriction budgétaire, monsieur Larcher, l'indexation du budget de l'Élysée et des deux chambres du Parlement, Assemblée et Sénat, sur l'inflation a choqué. Pourquoi vous n'avez reculé qu'après la polémique? Et on n'a pas reculé qu'après la polémique, nous l'avions voté bien avant. Nous avions voté au printemps au Sénat et avec la présidente de l'Assemblée. Au printemps, la situation n'était pas bien meilleure. Non, mais on ne connaissait pas la réalité telle qu'elle était. Et nous avons, avec la présidente de l'Assemblée nationale et le collège des questeurs du Sénat, que j'ai réuni, parce que je pense qu'il faut faire les choses, j'allais dire... en les partageant, le collège des questeurs, qui a aussi des questeurs de 3 sensibilités, majorité et opposition, nous avons décidé, j'allais dire, de revenir à un budget 2025 qui serait comme le budget 2024, ce que d'ailleurs Michel Barnier propose pour la France. Dans l'actualité, cette question, Gérard Larcher, faut-il une nouvelle loi immigration? Et si oui, faut-il dans cette loi rétablir les dispositions censurées lors de la précédente loi par le Conseil constitutionnel, qui était, je le rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs, censurées pour des questions de forme? Oui, il faut une loi complétée, car nous avons déjà voté une loi sur l'immigration. Elle a été censurée essentiellement pour des motifs de forme. Et donc, reprendre le texte, c'est une nécessité parce qu'il nous faut une politique de régulation des flux migratoires qui soit complète et qui nous donne les outils pour agir. D'ailleurs, d'autres pays sont en train de le faire. Je crois même qu'à Bruxelles aujourd'hui, c'est un sujet. C'était le grand sujet de la réunion des ministres de l'Intérieur des 27 la semaine dernière. Il y a la nécessité d'une politique européenne, d'une politique nationale, de nous doter des outils. Et vous savez, quand je vois que Bruno Retailleau, aujourd'hui, plus de 3/4 des Français soutiennent sa volonté tout simplement de retrouver l'autorité de l'État, de réguler les flux migratoires, de répondre aux questions de sécurité, de lutter contre les narcotrafics, eh bien je crois que c'est une des raisons pour lesquelles les Français témoignent leur adhésion. Vous le connaissez bien, Bruno Retailleau, évidemment. Vous le soutenez à 100%. Vous avez vu qu'il a beaucoup de détracteurs, des critiques. Écoutez, vous vous rappelez aussi que les Français, c'est notre sondage, 75% des Français sont favorables à plus de fermeté en matière migratoire notamment. Vous dites, il a raison, Bruno Retailleau. Oui, je dis qu'il a raison. C'est une attente des Français. Et nos chemins sont différents, Bruno Retailleau et moi. Mais depuis 10 ans, nous travaillons ensemble. Vous savez, Bruno Retailleau, c'est un libéral conservateur ouvert, loyal et actif. Et il ne trompera pas les Français. Je sais qu'il leur dira les choses. J'ai souvent été quelqu'un qui cherchait la voie de l'équilibre. Mais sur les questions de sécurité, aujourd'hui,
Le temps est venu de parler clair, d'avoir des réponses claires et efficaces. Y compris parfois à aller plus loin que ce qu'on peut penser. Par exemple, le ministre de l'Intérieur veut, un peu sur le modèle italien, Gérard Larcher, renvoyer des étrangers impossibles à expulser dans leur pays d'origine. Selon le journal L'Opinion, Bruno Retailleau travaillerait aussi en négociation avec des pays comme le Kazakhstan ou l'Irak pour renvoyer, dit-il, selon Beauvau, des profils dangereux. Est-ce que ça vous choque? Vous dites non, il a raison. Mais je dis qu'il faut tout explorer. Aujourd'hui, je vois les politiques qui sont conduites par un social-démocrate en Allemagne. Je vois que les Pays-Bas demandent ce qu'on appelle en vieux français l'opting out, c'est-à-dire la possibilité de s'exonérer du pacte asile-migration tel qu'il est aujourd'hui rédigé. Nous avons un sujet, il faut le traiter tous les sujets, n'en écarter aucun. En même temps, Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui va aussi rencontrer les chefs d'État et de gouvernement d'un certain nombre de pays émetteurs. J'ai d'ailleurs eu un entretien la semaine dernière avec le président Ouattara en Côte d'Ivoire sur ces sujets, sans qu'on se cache la vérité, en toute loyauté. Et il faut, vous avez dit d'ailleurs très clairement, il faut une nouvelle loi immigration. Alors expliquez-nous pourquoi, par exemple, Gérard Larcher, pourquoi l'ancien Premier ministre Gabriel Attal estime aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin de loi. Eh bien, je pense qu'il a tort. Mais parce que lui, c'est ça la question. Écoutez, il a tort parce que c'était une loi qui était défendue par Gérald Darmanin, présentée par Madame Borne, et Gabriel Attal faisait partie de ce gouvernement que la majorité relative l'a alors soutenu. Il y a aujourd'hui tout simplement besoin de retrouver ce texte. Il y a besoin aussi de réécrire, à la lumière de ce texte, ça c'est réglementaire, ce qu'on a appelé la circulaire Valls. Elle date d'il y a 12 ans. Il faut qu'on la réécrive. Sur ce sujet, il faut le faire avec détermination, sans écarter la dimension humaniste que nous devons avoir. Mais je crois que les Français attendent de la clarté, des actes et de la détermination. C'est dû en même temps, quand vous me dites humanité, fermeté? Mais pas du tout, parce que moi, l'humanisme, ça fait partie des valeurs que nous défendons, et les valeurs de la République, et sont même au préambule de notre Constitution. Mais au nom de ces valeurs, oui, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, et je crois qu'on le voit aussi en matière d'ordre public. Et en matière peut-être aussi de scène ou d'ordre international, les mots qui fâchent, qui provoquent une crise entre la France et Israël, Gérard Larcher. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Dans le Figaro ce matin, Benyamin Netanyahou affirme que la France devrait se tenir aux côtés d'Israël et il dénonce une distorsion de l'histoire. Comment? Vous connaissez très bien cette région du Proche-Orient, Gérard Larcher. Comment vous avez réagi au moment où vous avez lu les propos d'Emmanuel Macron? Écoutez, j'ai été stupéfait que ces propos puissent être tenus. C'est d'abord une méconnaissance de l'histoire, de la naissance de l'État d'Israël. Naissance qui n'est pas venue comme un acte notarié, uniquement constaté par l'ONU. La création d'un foyer national juif en Palestine, terre d'origine du judaïsme aussi, comme d'autres religions d'ailleurs. Eh bien, je dois dire que, est-ce que Emmanuel Macron s'est souvenu de la déclaration Balfour? Est-ce qu'il a pris conscience de ce qui s'est passé pendant la Shoah et après la Shoah? Qu'est-ce qui s'est passé avec... Vos questions sont, sont graves, mais sont non, lourdes il faut de sens. poser tous les sujets. Mais de quoi vous je ne soupçonne de rien. Je dis que le droit à l'existence d'Israël n'est pas discutable, ni négociable. C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il peut remettre en cause la légitimité de l'État hébreu par cette déclaration. Il y a comme un doute. En même temps, je dis, Israël doit respecter la finule. Oui. Mais au nom de ça, on ne peut pas mettre en doute l'existence de l'État d'Israël, comme je suis aussi, moi, pour une solution à 2 États. Et cette solution à 2 États, elle est pour moi. Mais oui, vous avez raison vous de levez le les bras en disant, ça n'est pas possible, et bien. Non, je ne dis pas ça. Je dis, les politiques le disent très souvent, y compris le matin. Oui, mais quand je me suis rendu en Israël, dans mon dernier déplacement, j'ai été aussi dans les territoires palestiniens. Parce que pour moi, les Palestiniens ont aussi le droit à un État, 2 États vivants, côte à côte, en sécurité et en paix. C'est, je crois, l'objectif. Mais mettre en doute l'existence d'Israël touche pour moi à des questions fondamentales. Pour conclure, Gérard Larcher, que pèse aujourd'hui la voix de la France sur la scène internationale? Écoutez, je suis un peu inquiet quand je vois aujourd'hui la réunion qui se tient à Bruxelles, que je vois que le chancelier allemand...
la présidente du Conseil des ministres italien se réunissent et que la France n'est pas présente. J'entends aussi les paroles du commissaire Thierry Breton sur la place de la France. Alors collectivement, c'est aussi la chance d'avoir Michel Barnier qui a la confiance en Europe. Ça, j'ai pu le mesurer il n'y a pas longtemps en rencontrant de nombreux collègues de Sénat, de l'Union européenne. Michel Barnier, nos compatriotes doivent le mesurer. C'est un homme calme, sage, mais aussi déterminé, et qui en Europe, en plus, porte la France. C'est pas du tout mon autoportrait. C'est vrai qu'on est issus tous les deux de la tradition gaulliste, mais en même temps, je sais qu'il a l'intérêt de la France chevillé au corps. Merci Gérard Larcher. À bientôt. C'était votre grande interview sur CNews et Europe 1. Merci à vous.